Donc c'est pas un cours, c'est une conférence, donc c'est assez formel. Donc je vais vous lire un papier. Donc le contexte où je me suis proposé de faire cette conférence, donc je suis Arnaud Dubois, je suis le nouveau prof d'histoire de l'art et du design. Et donc il y avait eu des mails qui avaient circulé à la fin de l'année sur une histoire de blackface. Et donc, je me suis proposé de vous faire cette conférence qui revient un petit peu sur les enjeux sociologiques, historiques, de sciences naturelles, mais aussi d'esthétique et d'histoire de l'art, pour un petit peu contextualiser tout ça dans sur à peu près 3 siècles, donc du début du XXe, et puis ça va être un peu comme méthodologiquement, ça va être plutôt comme une fouille archéologique. On va descendre chronologiquement jusqu'au XVIIIe, comme si on dégageait comme ça des couches dans une fouille, un site de fouille. Donc l'exposition des nègres d'Amérique, présentée à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1900, se donnait pour tâche de témoigner des progrès accomplis par les Africains américains depuis la proclamation d'émancipation déclarée en pleine guerre de sécession en septembre 1862 par le président de l'Union Abraham Lincoln, afin que tout esclave résidant sur le territoire de la Confédération sudiste soit libre à partir du 1er janvier 1863. Cette proclamation fit alors de l'abolition de l'esclavage l'un des objectifs du conflit et de l'effort de guerre, et se termina avec l'adoption, le 6 décembre 1865, du 13e amendement de la Constitution américaine qui abolit l'esclavage et la servitude involontaire aux États-Unis. Organisé par Thomas Junius Calloway, un juriste et enseignant et éditeur du journal The Colored American, et soutenu par le militant influent des droits des Africains américains Booker T. Washington, l'exposition des nègres d'Amérique, qui ouvre en 1900 à Paris, faisait partie d'une exposition plus générale qui visait, dans la perspective classique des expositions universelles depuis 1851, à promouvoir les exploits industriels et impériaux des États-Unis, ainsi que ses engagements dans la sphère sociale. Elle devait alors renseigner le public européen du développement des communautés africaines-américaines du sud des États-Unis et des formes d'éducation prodiguées au sein des institutions noires, comme le Tuskegee Institute dirigé par Booker T. Washington qui soutenait cette exposition. On y découvrait, comme vous voyez sur cette image, un ensemble d'objets manufacturés, d'images et de textes, incluant les portraits photographiques encadrés des leaders et des politiciens africains-américains les plus connus, mais aussi des outils, des harnais et autres équipements agricoles issus d'écoles techniques, ainsi qu'une statuette du grand abolitionniste Frederick Douglass et une collection de plus de 250 publications écrites par des auteurs africains-américains, rassemblées par l'intellectuel Daniel Alexander Payne Murray, bibliographe et bibliothécaire à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Mais l'idée révolutionnaire de Calloway, outre le fait d'exposer positivement les Africains-américains, était surtout d'avoir sollicité le sociologue de l'Université d'Atlanta, W.I.B. Du Bois, son ancien camarade de classe et ami de l'Université Fisk, afin qu'il contribue à l'exposition en réalisant une étude sociologique sur la vie des Africains-américains au tournant du siècle, 35 ans après l'abolition de l'esclavage et 25 ans après l'institutionnalisation de la ségrégation. Le coup de génie de Du Bois est d'avoir montré cette étude au moyen de ce que l'on nomme aujourd'hui dans le champ du design d'information la data visualisation, soit la traduction des données de son enquête quantitative et qualitative en un format visuel permettant d'en faciliter la transmission et de générer, par l'acte même de visualisation, de nouveaux modèles et de nouvelles connaissances. Avec son équipe composée d'étudiants et d'anciens élèves d'Atlanta, Du Bois crée ainsi une collection tout à fait remarquable tant sur le plan analytique qu'esthétique, de graphiques, de diagrammes, de tableaux et de cartes, dont vous pouvez ici voir quelques exemples. Elle est composée donc de 2 séries. La première série est extraite d'une étude de cas intitulée « Les nègres de Géorgie, une étude sociale ».
spécifiquement réalisé pour l'exposition universelle à partir d'une enquête sur l'État qui comptait la plus forte population d'Africains-Américains aux États-Unis en 1900 et qui est de surcroît l'État de l'Université d'Atlanta où Du Bois dirigeait le département de sociologie depuis 1897. Le second corpus adopte une perspective nationale et une vision plus globale, était intitulée « Une série de cartes et diagrammes statistiques montrant la condition présente des descendants des anciens esclaves africains actuellement établis aux États-Unis d'Amérique ». Du Bois était conscient que la prose impassible des experts, de même que les graphiques et les diagrammes arides, n'attireraient pas l'attention du public au-delà du cercle restreint des universitaires, et de ce fait ne servirait pas la libération des opprimés, tel que son projet sociologique le revendiquait. Il décida alors de produire des objets visuels susceptibles de retenir l'attention et d'une grande modernité plastique. Les graphiques présentent ainsi des couleurs vives, des lignes géométriques au tracé artistique et des compositions plastiques avant-gardistes qui ne contreviennent pas à leur scientificité. Au contraire, elles viennent amplifier la signification de ces données qui visent à ébranler le paradigme du darwinisme social. Les individus de couleur étaient en effet communément représentés dans le monde occidental comme des sous-hommes, incapables de produire une quelconque réalisation matérielle ou culturelle d'envergure, et cette exposition fit alors émerger en acte une pensée différente. Elle montrait des Africains-Américains progressistes et pleinement modernes, au vu de 2 siècles d'esclavage et de 2 décennies des lois Jim Crow qui institutionnalisaient la ségrégation raciale et quantité de situations d'oppression découlant de l'asservissement. Dès la première planche de son exposition, et face à un public blanc, Du Bois donne une leçon d'histoire visuelle sur les 4 siècles de commerce atlantique des esclaves qui déplaça 12 à 17 millions d'Africains des colonies européennes aux Amériques. Et il oppose avec cette carte aux préjugés et annonce le rapport scientifiquement documenté qui suit et qui interroge ouvertement le devenir des relations de race au XXe siècle en annonçant en bas de page le problème du XXe siècle et le problème de la ligne de partage des couleurs. Donc William Edward Bugart Du Bois, D.W.I.B. Du Bois, né en 1868 dans le Massachusetts, est le premier Africain-Américain à obtenir en 1895 un doctorat de l'université de Harvard avec une thèse intitulée « La suppression du commerce d'esclaves africains aux États-Unis 1638-1870 ». Il devient ensuite professeur d'histoire et d'économie à l'université d'Atlanta en 1897. Sa première grande réussite académique fut la publication en 1899 de, je cite, « The Philadelphia Negro, a Social Study », qui vient d'être publié cette année en français aux éditions de la Découverte sous le titre « Les Noirs de Philadelphie, une étude sociale ». Résultat d'une recherche commandée par l'Université de Pennsylvanie entre 1896 et 1897, Du Bois cherche à décrire et à expliquer les structures économiques, politiques et culturelles dans lesquelles vit la population noire de la ville. Et pour ce faire, entreprend un travail méthodique de collecte d'un vaste ensemble de données quantitatives et qualitatives dont le but est de proposer un contre-feu sociologique aux explications dominantes de l'inégalité raciale, alors fondée sur l'infériorité supposée naturelle des Africains-Américains. Donc, pionnier des données empiriques, il fut notamment l'élève du philosophe William James à Harvard entre 1888 et 1890. Son expertise, qui inclut des recherches historiques, statistiques et comparatives, lui permet de contester lors de l'exposition universelle de 1900 les stéréotypes racistes et de théoriser en 1903 dans Les âmes du peuple noir donc ce concept de color line, ou la ligne de partage de la couleur, qu'il tisse au travers d'une écriture qui lie souvenirs autobiographiques, paraboles, analyses historiques et sociologiques. Et comme le note Magali Besson en 2004 dans son introduction à la traduction française donc des âmes du peuple noir, cet ouvrage, je cite, le problème décrit par Du Bois est ainsi le problème des classes moyennes éduquées s'éveillant à la conscience qu'elles ont à hériter d'un monde disloqué par une expérience de domination raciale radicale. C'est bien notre problème.
Prise au sérieux, cette synthèse pourrait permettre de dépasser l'enlisement dans l'intégration républicaine ou le multiculturalisme libéral comme échec en miroir des solutions du XXe siècle au problème de la color line. Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, n'oublions pas en effet que les Européens et les Américains exhibaient leur monde colonial lors des expositions universelles où des échantillons vivants de peuples soi-disant primitifs originaires d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique étaient exhibés. Ces scènes ethnographiques étaient mises en opposition avec le progrès moderne et ces représentations des sauvages à la peau noire ou brune servaient l'idée selon laquelle ces derniers vivaient à l'état de nature, en dehors de l'histoire. La couleur de la peau devenant un marqueur racial dans une perspective de ce que l'historien des sciences Thierry Hawkey nomme la biologisation de la race et la racialisation de l'humain. En effet, comme le montre l'historienne de l'art Anne Lafont, à partir du XVIIIe siècle en Europe et aux États-Unis, l'art, les sciences naturelles, l'anthropologie naissante, l'esthétique et les lois coloniales convergent pour établir et stabiliser la couleur comme le principal marqueur racial à l'intérieur de l'inventaire de la diversité humaine. Dans l'histoire naturelle publiée entre 1749 et 1789, le naturaliste et philosophe Buffon postule ainsi que tous les êtres humains sont issus d'un même rameau, à partir duquel ils se seraient différenciés. L'homme, blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique, n'est que le même homme teint de la couleur du climat. Un élément naturel et biologique, la couleur de la peau, commence ainsi à être manipulé par les scientifiques, les philosophes et les artistes dans la perspective de donner la preuve de la hiérarchie entre les humains. Cette logique trouvera son apogée au sein de l'anthropologie biologique du XIXe siècle qui se met à étudier scientifiquement la couleur et à prouver par des faits soi-disant objectifs et quantifiables que l'intelligence entre les humains se divise par rapport à la coloration. Ainsi, au sein de la plus ancienne société anthropologique au monde, la Société d'anthropologie de Paris, et la chaire d'anthropologie créée en 1855 au Muséum national d'histoire naturelle, l'étude de la couleur de la peau devient un objet de recherche. Les travaux de Paul Broca et son tableau chromatique des yeux, de la peau et des cheveux de 1864, ou encore ceux de Georges Pouchet et sa thèse sur les colorations de l'épiderme, également de 1864, produisent une succession de malmesures de l'homme, pour reprendre l'expression de Stephen Jay Gould, dont le but est d'alimenter l'idée d'un impérialisme esthétique du blanc, où les couleurs sont la marque dégradante de l'autre. Les travaux anthropologiques sur la coloration permettent ainsi d'objectiver des thèses racistes et évolutionnistes et de justifier la colonisation et la ségrégation à la base de ce que Du Bois nomme le problème de la ligne de la couleur. Donc le tableau chromatique des yeux, de la peau et des cheveux pour les observations anthropologiques se compose de 54 types de couleurs, 20 couleurs d'yeux et 33 couleurs de peau et de cheveux. Comme l'explique l'anthropologue Paul Broca en 1864, je cite, « Les 34 types de couleurs de la peau et des cheveux ont été choisis, non sans beaucoup de tâtonnements, parmi un grand nombre de cartes coloriées, les unes d'après nature, les autres d'après les bustes en couleur du muséum. J'avais fait reproduire sur d'autres cartes les tons de peau représentés dans les ouvrages généraux ou spéciaux d'ethnographie, dans les atlas de voyage et dans quelques albums particuliers. Mais nous n'avons fait presque aucun usage de ces peintures dont l'exactitude n'est pas suffisamment certaine. Le choix de nos 34 types ont été faits avec le concours de M. Perret, des Gobelins, l'habile artiste qui a si bien secondé M. Chevreul dans l'exécution des gammes chromatiques en laine déposées dans la grande collection des Gobelins. Il s'agissait de reproduire avec une uniformité absolue et l'exactitude rigoureuse qu'exige la science. Les couleurs qu'on allait y représenter devaient être aussi invariables que leur numéro d'ordre. Donc une fois ce nuancier et cette numérotation établis, donc comme l'écrivit Georges Pouchet dans son livre « La coloration de l'épiderme », on pouvait, selon ses mots, déterminer rigoureusement les couleurs de la peau en s'appuyant sur des faits d'expérience et d'observation positifs, et menait ainsi un travail scientifique d'histologie humaine sur la pigmentation afin de comparer les peaux les unes aux autres
et de les dénommer avec une exactitude rigoureuse, afin d'asseoir par des chiffres ce que le théoricien de la race Roger Sanjek nomme l'ordre racial global et les valeurs sociales associées à cet ordre. Avec l'anthropologie biologique de la couleur de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, donc de la Société d'anthropologie de Paris au nazisme, la couleur de la peau est ainsi devenue, comme l'explique l'anthropologue Nina Jablonski, le symbole de la structure institutionnelle de la race et de la politique discriminatoire de la pigmentation. Cette institution de la biologie de la race, définie par les défenseurs d'une anthropologie et d'une science raciste de la couleur, a ainsi empêché de se développer après la Seconde Guerre mondiale les travaux sur l'évolution de la pigmentation humaine et de l'origine de la couleur de la peau. Au début du XXIe siècle pourtant, donc Nina Jablonski a rouvert ce dossier épineux pour le sortir de ses ornières racistes et elle a montré dans Living Color, The Biological and Social Meaning of Skin Color, publié en 2012 aux presses de l'Université de Californie, que, je cite, « La peau est l'interface corporelle de l'humain avec l'environnement physique, chimique et biologique. La couleur de la peau protège nos organes et nous aide à maintenir une température constante de notre corps. Comme elle l'écrit, l'arc-en-ciel sépia de la peau humaine qui existe aujourd'hui a évolué pendant les derniers 60 000 ans, quand les hommes modernes se sont dispersés depuis l'Afrique équatoriale et se sont adaptés à de nouveaux environnements. Il aura ainsi fallu de 10 000 à 20 000 ans aux populations humaines pour achever un niveau optimal de pigmentation adapté aux régions où ils vivent. » Elle explique ainsi: bien que l'hémoglobine contribue à la couleur de la peau, la substance la plus importante conférant la couleur à la peau est la mélanine, qui est un pigment produit dans des cellules cutanées spécialisées. Chez les personnes à pigmentation modérée ou foncée, la mélanine fournit la plupart des teintes brunes. La mélanine est le terme générique pour désigner une grande famille de molécules qui peuvent absorber largement le spectre de la lumière visible et sont de couleur sombre. Toutes les mélanines sont produites dans des cellules spécialisées appelées mélanocytes. Dans la peau, les mélanocytes se trouvent au niveau le plus bas de l'épiderme, à la jonction avec le derme. Tous les bébés naissent ainsi assez pâles. Bien que les mélanocytes commencent à produire de la mélanine au début du développement fœtal, ils ne fonctionnent à pleine capacité qu'à la puberté. Les gens ont des couleurs de peau différentes, principalement parce que leurs mélanocytes produisent différentes quantités et différentes sortes de mélanine. Les mécanismes génétiques de la production de mélanine impliquent la régulation d'une série de voies chimiques largement régies par l'enzyme tyrosinase. Les différences de couleur de la peau sont également causées par des différences de taille et de distribution des mélanosomes dans la peau. Les personnes à la peau naturellement pigmentée ont des mélanosomes qui sont gros et remplis de mélanine. Ceux dont la peau est naturellement pâle ont des mélanosomes plus petits qui contiennent des quantités et des types différents de mélanine, ainsi que son cousin de couleur plus claire, le phéomélanine. Donc Jablonski, avec ce travail pionnier, montre ainsi hors de toute visée raciste et dans une perspective renouvelée d'anthropologie biologique dédiée à l'évolution et aux variations de la pigmentation humaine, que la lignée Homo a évolué en Afrique il y a à peu près 2 millions d'années. Notre peau nue était pigmentée de façon permanente et sombre avec un écran solaire protecteur. Ici, je vais parler de la carte A. Les premières dispersions depuis les latitudes tropicales, tant vers le sud que vers le nord, le numéro 1, ont commencé il y a environ 1,9 million d'années. L'adaptation aux latitudes moyennes a nécessité une perte de pigmentation. La dispersion de l'Homo erectus d'Asie centrale en Asie du Sud-Est et du Nord-Est, migration 2, il y a plus d'1 million d'années, a entraîné de nouveaux changements de pigmentation déterminés par la sélection naturelle en réponse aux conditions locales des radiations des ultraviolets, donc les UV, c'est-à-dire ce qui nous permet aussi de bronzer. La dispersion de l'Homo erectus et de ses descendants, y compris l'homme de Néandertal en Europe, s'est accompagnée d'une dépigmentation et lors d'une rentrée au Levant, d'une repigmentation. Migration 3. Ensuite, la carte B. La dispersion de l'Homo sapiens à pigments foncés dans toute l'Afrique a commencé il y a plus de 100 000 ans.
Le mouvement vers l'Eurasie s'est produit le long d'une route côtière il y a environ 65 000 ans, migration 1. Le mouvement qui s'est produit en Australasie il y a environ 50 000 ans, migration 2, ne s'est probablement accompagné que de changements mineurs de la couleur de la peau. La dispersion terrestre des non-africains en Asie occidentale, migration 3, puis en Europe occidentale et en Asie du Nord-Est, s'est accompagnée d'épisodes indépendants de dépigmentation, migration 4, qui ont commencé il y a environ 50 000 ans. Une perte de pigmentation s'est également probablement produite chez les populations asiatiques se dispersant vers le nord à partir des zones côtières, migration 5. La dispersion dans le Nouveau Monde, qui a commencé il y a environ 15 000 ans, était composée de personnes légèrement à modérément pigmentées, migration 6. Certains entrants tropicaux développant des capacités de bronzage améliorées, migration 7. Les dernières dispersions en Océanie ont été entreprises par des personnes modérément pigmentées il y a moins de 10 000 ans. Et pour ceux qui rentrent dans les environnements tropicaux côtiers, ont été accompagnés d'une réacquisition indépendante de la pigmentation foncée. Migration 8. Hors des débats du XIXe siècle, Jablonski montre ainsi que la couleur de la peau est une caractéristique de l'espèce humaine qui est façonnée par des forces biologiques sur la longue durée. Et en revenant à ces bustes exposés au Musée de l'Homme de Paris, à partir desquels l'anthropologie biologique de la couleur du XIXe siècle a rationalisé le racisme, on comprend bien comment la couleur de la peau a profondément influencé de façon extrêmement complexe nos sociétés et nos interactions sociales. Et cette galerie de l'évolution de la couleur de la peau nous invite à comprendre aussi la place de l'esthétique dans ce partage de la couleur. En effet, au milieu de ces 91 bustes, témoins matériels de la ligne de couleur, et qui étaient réalisés principalement sur les personnes de couleur exposées dans les zoos humains des expositions universelles, 12 bustes sont en bronze et ont été sculptés par l'artiste Charles Cordier, dont les œuvres en pierre polychrome sont aussi exposées au musée d'Orsay. Et nous pouvons ainsi revenir aux mots de Georges Pouchet, pour saisir le poids dans les travaux scientifiques sur la coloration de la peau de l'impérialisme esthétique du blanc, comme l'appelle l'historien de l'art Philippe Jocquet. Disons quelques mots des différents modes de coloration que représentent les corps organisés, écrit Georges Pouchet, avant d'arriver à celle que peut offrir la peau de l'homme blanc, quand elle a perdu cette transparence merveilleuse dont l'Antiquité fit don à Vénus, la blonde, et qui reste le plus noble apanage de la beauté du Nord. Et comme nous sommes à Limoges, je ne peux m'empêcher de montrer ici le célèbre vase dit de Portland, du nom de la duchesse Portland, qui en fera l'acquisition au début des années 1780 et que va reproduire avec succès Josiah Wedgwood en 1790 dans sa céramique jaspée qu'il produit grâce au procédé exclusif de fabrication qu'il met en place à cette occasion. L'original étant réalisé en verre camé et daté du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet objet des arts décoratifs synthétise à lui seul le goût classique du blanc, si puissant dans l'Europe des Lumières. Ce qu'Anne Lafont nomme cet unicum vu comme premier, original et supérieur, l'homme blanc ou son modèle idéalisé, la sculpture masculine grecque antique. Et comment alors ne pas évoquer ici l'historien de l'art allemand Johann Joachim Winckelmann, l'auteur de la toute première histoire de l'art dans l'Antiquité jamais écrite à l'époque moderne, parue à Dresde en 1764. Il est le premier à avoir substitué au récit autobiographique des artistes de l'Antiquité une histoire des œuvres elles-mêmes, où les vestiges de l'art antique, pour reprendre ses propres termes, occupent une place nouvelle et centrale, voire exclusive. Dans le contexte de construction de nouveaux savoirs rationnels sur l'homme et la nature, les découvertes archéologiques de plus en plus nombreuses encouragent le développement d'une véritable science pour les étudier. Progressivement, dit Winckelmann, les œuvres qui nous parviennent des civilisations antiques ne sont plus considérées comme de simples illustrations des textes grecs et latins, mais sont étudiées en elles-mêmes et dans tous leurs aspects.
De leur analyse rigoureuse découle le savoir. Arrivé en novembre 1755 à Rome, où il découvre alors les collections antiques de la ville, à commencer par celles du Vatican et du musée du Capitole qu'il fréquente avec passion, il s'enflamme pour les célèbres sculptures de la cour du Belvédère, l'Apollon, le Torse et le Laocoon. Et dans son Histoire de l'art dans l'Antiquité, qu'il qualifie lui-même comme un essai de système doctrinal, Winckelmann examine alors successivement tous les arts de l'Antiquité qu'il a pu étudier à Rome, celui des Égyptiens, des Phéniciens, des Perses, des Étrusques, des Grecs, puis des Romains. Parmi eux, celui qui de loin retient le plus l'attention de l'auteur, c'est l'art grec, qui lors de sa maturité à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, atteint selon l'auteur le plus haut degré de perfection. Ce succès s'explique selon Winckelmann par différents facteurs. Le climat méditerranéen, d'abord, était propice à la beauté des corps, qui était de plus entretenu par les exercices athlétiques. Le mode de vie des cités hellènes permettait par ailleurs aux artistes de voir ces beaux corps nus en exercice et dans toutes les attitudes, de les étudier et de les copier. Mais le facteur essentiel qui leur a permis de comprendre cette beauté naturelle et de la transcender, c'est la liberté politique et sociale dont ils jouissaient. On le voit, le style est au cœur des préoccupations winckelmanniennes et la beauté, c'est d'abord celle des corps. Et il écrit ainsi qu'un beau corps sera d'autant plus beau qu'il sera plus blanc. Phrase qui marque l'entrée des modernes dans l'idéologie de la Grèce blanche qui conduit au beau universel et à ses images idéales. Avec Winckelmann, le blanc devient la couleur même de l'antique et se confond progressivement avec l'Europe et ses puissances qui s'identifient à ses valeurs supposées. Le blanc antique devient au premier chef porteur des valeurs de l'Occident. Et la fascination de l'antique et l'affirmation du mythe blanc qui caractérise l'époque se propage à toute l'Europe, qui redécouvre alors ce passé lointain dont on débat à Paris ou à Londres, dans les salons et en société, entre artistes et collectionneurs. Il avait quitté son étrange monde des idées et était revenu vers le monde des hommes et du mouvement. Il regardait maintenant pour la première fois autour de lui avec attention. Et il s'étonnait d'avoir vu si peu des choses auparavant. Il grandit lentement jusqu'à sentir pratiquement pour la première fois le voile qui s'étendait entre lui et le monde blanc. Il remarqua l'oppression qui ne l'avait jamais opprimé auparavant, des différences qui jusqu'à présent avaient semblé naturelles, des entraves et des affronts qui dans son enfance auraient passé inaperçus ou qui auraient été accueillis d'un grand rire. Il s'irritait de cette ligne de partage des couleurs qui le cernait. Merci. Je ne sais pas, il paraît qu'il y a un micro si vous voulez poser des questions, si vous n'avez rien compris, si vous avez des critiques. J'avais une question, c'est du coup dans l'Antiquité, c'était Johann Winckelmann qui disait que le corps était d'autant plus beau s'il était blanc. Du coup, est-ce que ça leur arrivait de représenter des corps noirs, mais justement en les blanchissant ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une idéologie, et c'est ça que c'est un mythe reconstruit par l'Europe des Lumières d'une Grecque supposée blanc qui permettait d'asseoir d'un point de vue esthétique une idée présupposée d'une hiérarchie entre les hommes, parce qu'en fait, la sculpture antique grecque était polychrome et n'était pas blanche. Et Winckelmann lui-même, dans des écrits publié avant son œuvre phare de l'histoire de l'art dans l'Antiquité, sur le terrain décrivait des traces de polychromie de la sculpture antique, mais là ensuite, quand il a écrit ce qu'il appelle son système doctrinal, qui essayait de définir qu'est-ce que devait être l'esthétique classique et le beau universel, il a en fait totalement déjoué la réalité archéologique, et les travaux justement des archéologues de la sculpture grecque antique
depuis le XIXe siècle, ont montré que les temples et les sculptures grecques étaient peintes. Donc en fait, ils ne représentaient pas les corps blancs, mais ils représentaient des corps colorés. Mais c'est l'Europe moderne qui a blanchi la Grèce dans une visée idéologique. Merci. Bonsoir. Je dirais, qui décrétait en fait ce qui était beau ou pas, aussi bien en fait à cette période et qui se retradit encore aujourd'hui. Quelle période vous parlez? Parce que là, on a vu à peu près 3 siècles. Brossé à grands traits, je m'excuse. Mais... Sur les 3 périodes, en fait, je dirais que, pour le coup, l'art avait aussi en fait sa place, je dirais, dans le fait de véhiculer un archétype, en tout cas une beauté plus ou moins imposée, je dirais. Après, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que justement, ce qui est intéressant d'observer, c'est le concours à la fois de la science, des artistes, de l'anthropologie, de la philosophie, qui concourent à produire en fait un point de vue, ce qui est censé être beau. Donc en fait, il n'y a pas une personne ou un groupe de personnes qui décrètent. C'est c'est différentes personnes qui travaillent dans différents champs d'activité, mais qui communiquent les uns avec les autres. Comme on le voit quand les anthropologues parisiens au Muséum d'histoire naturelle en 1855 commencent à étudier scientifiquement la couleur de la peau, ils ne peuvent le faire que parce qu'ils s'associent avec des artistes des Gobelins qui leur permet de produire leurs nuanciers. Et donc, vous voyez, c'est tout des jeux comme ça de relations où, en fait, il n'y a pas un champ d'activité, c'est pas la science. Parce que, vous voyez, quand on parle même la science, là, je vous ai montré la science du 19e siècle, mais on voit qu'au 18e siècle, c'est les historiens de l'art qui décrètent que le blanc est beau, c'est pas les scientifiques. Et si on remonte, si vous prenez les travaux d'Anne Lafont, qui a travaillé spécifiquement que sur le 18e siècle, elle montre aussi très bien que c'est à la fois des philosophes, des historiens des sciences naturelles, des artistes, des voyageurs, et tout ça en fait concourt. En fait, ce qu'on peut juste dire, c'est des hommes blancs européens qui produisent cette vision de la beauté, et la beauté est parallèle avec la vérité scientifique. Vous voyez, il y a tout un parallèle comme ça qui s'établit entre le beau, le vrai, le bon. Donc le bon goût, le bon civilisé, le bon humain, et du coup c'est celui aussi qui est le bel humain, et c'est celui qui est dans le vrai. Mais tout ça, vous voyez, c'est une dynamique sociale globale, et on ne peut pas, à mon avis, définir une personne en disant que c'est plutôt les scientifiques, ou plutôt les artistes, ou plutôt les historiens. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Oui, oui. Merci. Bonsoir. Moi j'ai l'impression que j'ai entendu, c'est pas par rapport à vous, hein, j'ai entendu des choses qui m'irritent un petit peu, dans le sens où à partir de bronze, soi-disant artistique, on refait de la peau qui ressemble à des gens. Ça me surprend beaucoup. Je vois pas comment on peut faire ce genre de choses. On parle d'études sociales et puis en fait ou ethnologiques, et on n'entend pas si vraiment il y a eu une comparaison avec des peaux de vraies personnes, quoi. Donc moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu en l'air, quoi. Alors si moi, quand je vois des bronzes comme ça, je vois pas des hommes, quoi. Je vois des bronzes. Justement. Comment on est sûr que ces bronzes, la peau, elle est vraiment reconnaissable à ces gens-là, quoi. Je vais vous expliquer. Donc le seul bronze que vous voyez, l'image n'est pas complète. Si vous allez au Musée de l'Homme, là on est quand même donc au Musée de l'Homme, réouverture il y a 2 ans et demi. Toute la montée, c'est des plâtres. Le seul bronze, c'est celui tout à droite. Ce bronze-ci, c'est le même que celui qui est aussi exposé. On le trouve au Met, on le trouve au Musée d'Orsay. C'est le même artiste, Charles Cordier.
Toute la série des autres bustes, ce sont des plâtres, comme c'est noté sur la notice de cette photo. Et ces plâtres sont des moulages de toutes les... pas toutes, là en l'occurrence, il y en a une centaine de personnes issues de différentes colonies occidentales qui étaient amenées dans les zoos humains pendant les expositions universelles, sur lesquelles on leur faisait des moulages. C'est pour ça qu'ils ont tous les yeux fermés, s'ils les observaient de près. Et on essayait ensuite de reproduire la couleur exacte de leur pigmentation, parce que c'était donc vu que c'était des sujets des empires coloniaux français et anglais principalement, on les avait à disposition et on les reproduisait. Donc l'intégralité des personnes que vous voyez là sont des personnes réelles, des colonisés des différents empires européens qui étaient soit certains donc étaient à Paris ou à Londres entre 1851 et 1900, soit certains autres, on faisait leur moulage directement lors d'expéditions ethnographiques financées par les empires coloniaux. Je comprends bien pour le plâtre, mais sur le bronze quand même, et ensuite, arriver à faire sur 12 bronzes. Non. Eh bien, non, les bronzes, ensuite, vous avez tout un travail. C'est justement ça, c'est tout ce que je vous montrais. Moi, ce que j'essayais de montrer, c'est que la friction entre l'art et la science dans ce projet de hiérarchisation des races humaines par la couleur de la peau, et montrer que simultanément la science positive, objective, racialiste de l'anthropologie biologique du XIXe siècle et la pratique de l'art, à la fois de l'esthétique classique, du néoclassicisme allemand, français du XVIIIe, ou de cet art exotique et orientalisant d'un Charles Cordier au XIXe, participe de la même visée idéologique de la hiérarchie. Et en fait, on n'est pas, quand on passe du buste des sciences naturelles au buste du musée d'Orsay, on n'est plus dans une volonté affichée de représenter fidèlement. Mais sauf que vous voyez qu'on se sert, vous voyez quand même dans cette image, on se sert du bronze, d'un bronze noir pour représenter des peaux noires, et on se sert ensuite de la polychromie par exemple, et le bronze était utilisé pour représenter les populations noires, et ensuite si on voulait représenter les populations blanches, on utilisait le marbre blanc qui était lui véhiculé des valeurs de beauté, etc. etc. Et donc il n'y a pas de... là il ne faut pas faire une lecture techniciste de cet objet. En fait, on n'utilisait pas, là, dans l'occurrence, le bronze n'était pas utilisé pour représenter, mais sauf qu'il a été collectionné par le muséum simultanément avec les plâtres qui, eux, permettaient d'eux. Et donc, il y a eu comme ça, il y a des frictions extrêmement fructueuses à penser, justement, pour réfléchir à cette anthropologie de la couleur. Et c'est des choses qui ne se font pas ni dans l'histoire de l'anthropologie biologique, ni dans l'histoire de l'art. Les historiens de l'art ne vont pas voir l'anthropologie biologique et les anthropologues biologistes ne vont pas voir l'histoire de l'art. Alors qu'on voyait qu'au XIXe siècle, ils travaillaient conjointement. Donc c'est juste ça que j'essaie de décrire. Moi, je me demandais, par rapport aux migrations successives, combien de temps à peu près les corps mettaient pour se dépigmenter ou se pigmenter? Elle dit qu'à peu près, il faut 20 à 10 000 ans pour stabiliser une pigmentation. Et en fait, ce qu'elle montre très bien, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de pigmentation pure. Elle le montre justement, parce mais à peu près, voilà, c'est 10 à 20 000 ans. Vu qu'on est issu de la même souche et que c'est des vagues successives de pigmentation, dépigmentation, repigmentation, il faut penser qu'au milieu de toutes ces migrations, il y avait aussi des accouplements de personnes avec différentes pigmentations qui recréent de la pigmentation, etc., etc. Mais à peu près, c'est 10 à 20 000 ans pour fixer une pigmentation.
Donc vu que là, nous, Homo sapiens, voilà, on a commencé à migrer il y a 100 000 ans. Voilà, on voit à peu près les... Parce que c'est ça, je ne sais pas si vous connaissez, hein, il y a deux, en fait, l'homme moderne, comme on dit, nous on est des hommes modernes, comme le disent les paléoanthropologues, c'est deux vagues successives de migration. Une première vague, qui est la carte A, qui sont les homos, qui a donné différents types d'hominidés, ce qu'on appelle. Donc l'Homo erectus, qui était en Asie du Sud-Est, la vague 2, l'Homo originel, si je puis dire, d'Afrique, et l'homme de Néandertal, qui était en Europe. Mais, donc ça, on est à 2,5 millions d'années. Mais ensuite, ces hominidés-là n'ont pas survécu, et il y a eu une extinction d'espèces, et c'est l'Homo sapiens, originaire de la même à peu près région, mais un peu plus au nord que l'Homo de 2 millions d'années, il y a 100 000 ans, qui a recommencé à migrer. Et c'est pour ça que si vous regardez, quand on s'intéresse à la préhistoire ici en France, on parle souvent de la rencontre entre Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Parce qu'en fait, l'homme de Néandertal est un hominidé plus ancien que l'Homo sapiens, et l'Homo sapiens, c'est l'homme moderne. On est tous issus en fait d'une souche Homo sapiens originaire qui vient d'Afrique de l'Ouest, enfin d'Afrique de l'Est, pardon. Et donc, et c'est ça qu'elle montre aussi, qu'à la fois les hominidés anciens ont eu eux-mêmes un processus de pigmentation, dépigmentation, repigmentation, et également pour l'Homo sapiens. Et les travaux de paléoanthropologie contemporaine montrent en plus qu'en Europe, Homo sapiens et Homo néandertal se sont probablement accouplés, et donc ont aussi créé des... Enfin bon, tout un... Donc c'est ça que montrent ces deux cartes, ça se chevauche comme ça. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie, si vous voulez, à ce livre, donc La ligne de couleur de Webb Dubois, qui vient d'être traduit en français cette année, qui raconte tout le contexte historique et qui reproduit l'intégralité de tous ces diagrammes, et qui sont assez fabuleux. Qui sont vraiment de la data visualisation, alors qu'on est en 1900, enfin c'est très très fort. Ce livre aussi intéressant de Philippe Jocquet sur le mythe de la graisse blanche, justement, et qui essaye de montrer comment depuis l'Antiquité, on essaye de développer ce canon du blanc comme synonyme de beau, en contradiction complète avec les travaux archéologiques et la réalité de l'art grec dans son contexte d'usage pendant l'Antiquité. Et la traduction de ces très beaux textes de Webb Dubois, qui sont une succession de petites scénettes, dont la dernière que je vous ai racontée sur John, où c'est John, un John blanc et un John noir qui vivent dans la même ville et qui sont séparés par cette ligne de partage de la couleur. Enfin voilà, il y a plusieurs... Et puis bien sûr, le travail aussi, je ne sais pas si c'est peut-être à la bibliothèque, le travail d'Anne Lafont sur la représentation du noir au XVIIIe siècle, dont il y a eu cette très belle expo au musée d'Orsay qui s'appelait Le modèle noir l'an dernier, qui montre justement la représentation des personnes de couleur dans la peinture classique. Et avec tout un travail justement, elles sont dans l'ombre, elles sont plus petites, elles permettent... Il y a des très beaux textes aussi de l'Académie des Beaux-Arts de Paris au XVIIIe siècle, dans toute la formation de la peinture classique, qui montre que mettre un modèle noir à côté d'un modèle blanc est très puissant d'un point de vue de la composition picturale, parce qu'elle permet de faire bien mieux ressortir la personne blanche et de la mettre en valeur par contraste de couleurs. Donc il y a tout aussi comme ça, vraiment un lien très fort entre esthétique et sciences naturelles, biologie, enfin bon. À quelle période a commencé à quelle période est apparu le blackface? C'est la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis. C'était des spectacles d'acteurs ambulants. C'est à peu près 1850. Et ça se poursuivit jusqu'au droit civique. Enfin, c'est encore poursuivi aujourd'hui, mais
la période historique, c'est 1850-1950 à peu près. C'est seconde moitié du 19e siècle. Un petit peu, c'est un peu tout ça avec au moment aussi de la guerre de sécession, l'abolition de l'esclavage, le début de la ségrégation. Et c'est toujours la question aussi d'une perte. Et donc, du coup, quand on sent la perte, il y a une réaction qui se crée. Mais les premières images, en tout cas les premières images qu'on a, c'est seconde moitié du 19e siècle. Si vous voulez, dans l'ouvrage de Jablonski, il y a l'une des premières images d'un blackface qui est représentée. Parce que son livre est très intéressant parce qu'il y a toute une partie donc, scientifique où elle parle vraiment de la biologie avec l'avancée actuelle des travaux de l'anthropologie biologique et de l'évolution. Et après, elle fait tout un pendant social où elle redéploie justement toute cette histoire plus centrée sur un contexte américain, puisqu'elle est professeure à l'université de Pennsylvanie. Mais bon, c'est un livre, ça par contre, qui n'est pas traduit en français. Je pense qu'il n'y a même pas un seul de ces articles qui est traduit en français. Si ça vous intéresse, il faudra lire en anglais. Eh bien oui, mais alors je ne sais pas comment on peut commander. Si, on peut le commander, mais voilà, il est assez cher, il faut dire. Les livres d'université, voilà, c'est l'Université de Californie, donc c'est assez cher. Mais bon, si la bibliothèque peut le commander, si vous voulez. Il n'y a pas d'autres questions ? Bon, ben merci de votre écoute.